La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Alilaire, directeur commercial et marketing dans l'industrie de l'emballage depuis plus de 20 ans. Salut François-Xavier. Bonjour Thomas. Je suis ravi de te recevoir François-Xavier pour ce 5e épisode des Paquitalks. Alors pour nos auditeurs, comment on s'est rencontrés, en quoi on a accroché. J'ai souhaité t'inviter parce que je pense que tu as une vision pertinente et basée sur beaucoup d'expérience dans le commerce de l'industrie de l'emballage. On va en parler pendant ce podcast, mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, avec plaisir. Et en effet, comment on s'est rencontrés? J'étais directeur commercial et marketing de Stratus Packaging. C'était fin 2018-2019 qu'on s'est rencontrés, mais c'était un poste que j'avais pris en 2017. Et donc, Stratus Packaging, rapidement, hein, c'est une belle ETI de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour à peu près 350 personnes, spécialisée en étiquettes adhésives. Ça, c'est 80% du CA, du sleeve, rétractable et désormais étirable avec une acquisition de Decomatic début 2023, et puis des étiquettes dites IML, In Mold Labeling. Et donc, fin 2018, début 2019, on venait de faire l'acquisition d'une unité 100% numérique dans le nord de la France, avec deux imprimantes numériques. Et je souhaitais emmener le groupe sur une approche qu'on va appeler digitale, qu'on pourrait nommer, hein, on en parlera certainement plus tard, mais Web to Label ou Web to Print, mais plus simplement, voilà, d'aller sur une visibilité digitale pour l'entreprise, autant en termes de clients qu'en termes de prospects. Et du coup, reviens un petit peu sur ton parcours. Avant Stratus Packaging, tu as pu travailler chez d'autres acteurs Bien. et aussi dans l'univers très pack, hein. Enfin, le label, ça en fait partie, mais qu'est-ce que tu as eu comme autre activité Ah bah sur ces écoute, 20 dernières années? avec plaisir. Je dirais que moi, oui, l'emballage, le pack, comme tu l'exprimes, je suis un peu comme Obélix. Là, je suis tombé dedans dans le packaging, en fait, hein, dès la fin de mes études supérieures. Alors, ça nous ramène loin en arrière, mais en 94, hein, du côté d'Angoulême, une PME d'impression et de façonnage d'étui carton compact, hein, dédié vin et spi, cosmétiques, et avec surtout les premiers calages rapportés à l'intérieur des étuis, les premiers becs verseurs carton aussi, hein, donc voilà. J'ai eu la chance d'y faire mes armes en passant un petit peu dans tous les métiers au sein de tous les services, et ça a été une vraie valeur ajoutée, hein, le labo avec le flashage des plaques offset, un peu d'impression sur les machines offset, un peu de découpe avec les bobst, et puis ensuite les plieuses colleuses, et puis évidemment le devis, une fois tout ce tour de piste industrielle vu, pour accompagner le développement commercial export sur ces produits techniques, hein, de calage rapporté. C'était chez qui? J'ai déjà perdu. C'était une Scope, ça je m'en rappelle. C'était un environnement assez agréable et novateur pour moi. La COP, je connaissais pas, mais bon, ça me reviendra probablement au fur et à mesure de notre podcast. Ensuite, j'ai switché, j'ai fait 10 ans d'export chez Guillen Emballage. Là, j'ai découvert l'univers de l'extrusion, hein, et puis du thermoformage, avec beaucoup de produits standards et puis des matières PVC au début, ensuite petit haro et déjà début de plastique bashing sur le PVC, donc switch au PET en 99-2000, et puis du polypro, du PS, de l'OPS et de l'export. Ensuite, j'ai basculé avec un distributeur hollandais qui était spécialisé dans le gobelet carton, et j'ai monté la petite agence, on va dire France. Et là, j'ai été, voilà, je suis revenu, je suis resté surtout dans le commercial avec tout l'univers du food to go, hein, donc toutes les enseignes qu'on connaît, les Paul du groupe Holder, les Lamicaline, les Exki, les Cogent, et j'en passais les meilleurs.
Et puis ensuite, j'ai switché aussi, et puisque ça, c'était mon focus, et j'ai pris mon premier poste de directeur commercial chez Semoflex. Donc là, on bascule dans l'univers du flexible, hein. C'était 60 millions d'euros en termes de périmètre, extrusion PE, PEHD, transformation, impression et façonnage. Et il y avait de la gaine palette, de la gaine neutre ou imprimée pour la palette, du film de fardelage, là encore neutre ou imprimé, hein, pour tous les packs de regroupement, l'eau, le lait, la boisson, etc. Mais aussi le papier toilette et l'univers donc du papier tissu. Et puis des films imprimés façonnés pour les sacs couches culottes. Donc Eh là, ben, voilà, c'était la totale, et on allait ça tacler en fait. des grands groupes comme du Kimberly-Clark et compagnie. Donc voilà, et puis ensuite j'ai basculé chez Otajon, et là sur le navire amiral à Montélimar, dans la direction des ventes de l'unité cosmétique et spiritueux. On est aussi sur un périmètre à 60 millions d'euros, et on est sur évidemment des étuis carton compact en oubli, et puis du coffret monté, donc dans l'univers du luxe, du parfum, de la cosmétique, du travel retail, hein, donc tous les je dirais les packs de fin d'année dans cet univers-là. Et ensuite, j'ai pris mes Travel fonctions plus retail, c'est le stratégiques. duty Pardon. free, hein. Le travel retail, c'est le duty free, tout C'est cet ça. univers-là, hein. Exactement, exactement. Et puis tous les cadeaux un peu, on met aussi là-dedans les coffrets de fin d'année dans les parfumeries, où on peut voir voilà des crèmes, des parfums mis ensemble pour faire des coffrets avantageux en termes de package. Voilà. Ok. Et puis ensuite, donc Stratus Packaging, hein, direction commerciale et marketing de Stratus. Donc, je le disais, hein, 70 millions en consolidé, 43 quand je le prends, et 57, 58 quand je le lâche. Et puis ensuite, Décomatique en plus, le tout faisant maintenant 70 millions, 350 personnes. Donc, étiquette adhésive, hein, principalement, du sleeve, comme je disais, de l'étiquette in-moon labeling, et puis 50% dans le chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire, 25 en cosmétique, 25 en industrie, et une force de vente assez conséquente avec 14 commerciaux terrain. Et puis j'ai opéré une petite hybridation, on va dire, si on veut être un peu technique, mais en tout cas une modification de la force de vente, en faisant monter en compétences des personnes de l'ADV notamment, pour les mettre en commercial sédentaire, puisque voilà, je dirais le processus de vente a quand même bien changé depuis ces dernières années. Il faut un peu s'adapter avec une nouvelle façon de faire avec les clients et les prospects. C'est parfait, la transition est toute trouvée. Heu, donc effectivement, je pense qu'on comprend à travers ce parcours que tu es intervenu chez, différents acteurs avec, je dirais un dernier étiquette, si je puis dire. Mais tu as vu beaucoup, beaucoup de segments du marché. Hem, Tu parlais là, il y a 2 secondes d'une organisation commerciale qui a pas mal changé. Alors, avant de parler vraiment du commerce de façon générale dans l'industrie de l'emballage, déjà toi, le marché, tu l'as vécu avec le plastic bashing fin des années 90 et qui n'a fait que se confirmer. Euh, c'est quoi ta vision du marché du pack aujourd'hui? Bah, je dirais que c'est vrai que les choses, ce qu'on peut voir, c'est que je trouve que les choses vont de plus en plus vite. Ça nécessite quand même, de plus en plus d'agilité de la part des structures, autant des entreprises qu'évidemment des collaborateurs. Ce qu'on peut voir, et là-dessus, il y a rien de j'amène vraiment une vision, assez pragmatique, hein, en termes de conjoncture. On a eu ces 3 dernières années complètement folles, hein, le covid, avec ensuite le confinement, la croissance des volumes qu'on a vu complètement flamber à ce démarrage du Covid. En tout cas, dans le domaine de l'étiquette, ça a été frappant. Et puis ensuite, on a eu le droit à la flambée des matières premières, hein, qui a démarré dès mars-avril 2021, qui s'est terminée là fin 2022. Et puis maintenant, une contraction forte, hein, du marché, baisse des volumes, pression à la baisse des acheteurs qui ont repris la main, hein, sur les négos, alors que je dirais que 2021-2022, ils n'avaient pas le choix que de subir les hausses qu'on allait négocier avec eux. Donc voilà, ça c'est la partie conjoncturelle. Donc je pense qu'en effet 2023-2024,
ça va continuer à se tendre, hein, avec ces volumes qui sont à la baisse. Et puis, évidemment, un cadre réglementaire, hein, qui impacte nos entreprises, hein, suivant les univers, les métiers. Donc, je pense beaucoup, en effet, à ce périmètre du plastique, hein, où, alors, ça a eu du bien, ça a eu du plus, hein. Ils avancent à marche forcée sur des solutions monomatériaux, hein, pour pouvoir conserver de la pertinence par rapport à ces normes qui sont en train d'arriver très fortement. La part de marché qu'ils sont obligés de défendre face à de la substitution et du transfert au profit du carton compact ou ondulé. Et puis sans parler de l'arrivée des réductions d'épaisseur, ça pour tout le périmètre du pack, on l'a vu fortement, carton ondulé, carton compact, flexible, étiquette, et les enjeux de recyclabilité, les filières de recyclage, les besoins d'identification dans la collecte, ou en tout cas de non-pollution, hein, pour que les matières recyclées soient le plus pures possible, hein. Tout à fait. Et Donc puis voilà. le monomatériau que tu mentionnais, c'est lié justement aux contraintes actuelles des filières de recyclage. Oui, oui. Donc on est vraiment sur, voilà, comme je le disais, je trouve de plus en plus d'agilité et de réactivité nécessaire, autant, hein, en domaine, on le voit, R&D, industrie, machines, savoir-faire, que par rapport aux équipes. Alors les équipes justement, toi qui as vécu ces 20 dernières années dans des organisations commerciales assez différentes, en tout cas différentes entreprises, est-ce qu'il y a quand même des points communs? Est-ce que il y a un aspect générationnel qui a changé, une autre façon de travailler, d'autres aspirations? Aussi sur cette partie-là, hein, de la vision du marché, elle n'est pas juste sur le réglementaire ou les aspects conjoncturels, elle est sur vraiment comment les gens vivent cette industrie et comment tu vois ça? Bah, tout à fait. On le voit, ce changement. D'abord, il y a évidemment le baby boom, et avec pas mal de départs en retraite, qui est vraiment un point important que j'ai pu constater auprès de toutes ces belles ETI que j'ai traversées, où il faut gérer ce départ en retraite, la formation des opérateurs, de nouveaux opérateurs, que ce soit d'ailleurs des opérateurs ou des commerciaux ou des personnes à la DV, mais c'est vraiment important, et Dieu sait que ça, c'est un enjeu compliqué dans le domaine du pack, notamment sur le sujet de la partie des conducteurs machines pour l'impression, où il y a quand même des savoir-faire forts, et ça, c'est compliqué. Il n'y a pas trop de filières. Je peux vous en parler parce qu'on a essayé de s'y impliquer, d'essayer de voir comment changer un peu les choses quand j'étais chez Stratus Packaging. Donc ça c'est un point qui est important. Ensuite, il y a un vrai mercato, même, hein, je dirais, des opérateurs, que ce soit offset, que ce soit numérique, où il est important pour les entreprises de pouvoir fidéliser. Même dans cet univers du pack, c'est important, ce bien-être au travail, de cultiver, je dirais, l'attractivité de l'entreprise. Donc ça, voilà, certains grands groupes s'y sont mis, et certaines PME, ETI comprennent les enjeux actuels. La même chose, hein, au niveau des commerciaux, où pareil, moi je le vois avec les équipes que j'ai eu à gérer, où on a des gens qui sont maintenant de plus en plus seniors, comme moi, hein, voilà, 52 ans. Donc les équipes commencent à devenir un peu plus seniors, donc c'est absolument à intégrer pour une entreprise, autant en termes de coûts, ou lorsqu'on veut recruter. Le recrutement, c'est pas facile, parce que les jeunes sont bien moins formés, parfois plus volatiles, hein, et si ça ne leur plaît pas, voilà, on a rapidement une démission sur le bureau. Donc tous ces enjeux-là, c'est vraiment important de les appréhender. Un dernier point sur la partie vision marché, la partie, tu as fait plusieurs verticales. Aujourd'hui, quelles sont pour toi celles qui ont encore de beaux jours devant elles et quelles sont celles qui sont en difficulté ou vont être en difficulté? Tu as une réflexion autour de ça? Bah, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, alors si déjà en effet on parle des verticales du côté fabricant, euh, pour moi aujourd'hui tout le monde a des enjeux, et je trouve quand même que voilà, toutes les entreprises s'y attellent, réagissent, que ce soit en ondulé, en compact, en étiquette,
en flexible et flexible, évidemment, on est à 100% dans le plastique. Voilà, je trouve qu'elles ont toutes réagi. On parlait tout à l'heure du monomatériau pour ceux qui sont flexibles. Voilà, on le voit aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est doigt pack, stand-up, les sachets qui tiennent debout pour parler français. Voilà, ils ont cette obligation, s'ils veulent d'être dans les filières de recyclage, d'utiliser 50%, 51% de papier, mais ils sentent très bien que la norme est en train d'augmenter, donc tous sont en train de développer des structures barrières avec le moins possible de plastique. Et puis, Dieu sait que c'est important. Il y a le barrière et il y a la soudabilité. Donc je trouve que très sincèrement, tous, d'une manière générale, ce que j'ai pu constater, sont en train de réagir. Ensuite, comme d'habitude, il y a ceux qui réagissent bien plus vite. Pas nécessairement parce qu'ils ont des moyens plus développés, hein. C'est souvent, je dirais vraiment, une problématique d'ADN, une problématique alors d'ADN quand c'est des grands groupes, et puis je vais parler plus d'une problématique de vision, et là, d'un président ou d'un comité de direction quand on est sur de la PME ou de l'ETI. Bon. Et justement, en termes de niveau d'avancement, toi, tu viens du secteur de l'étiquette, qui est plutôt dans les verticales pure pack, je dirais celle qui est peut-être un peu plus en avance sur les sujets de la numérisation. Ce qu'on en sait, c'est que imprimer en numérique, ça fait un peu plus longtemps que ça se fait dans ce secteur qu'ailleurs. Est-ce que c'est est-ce qu'en fait la digitalisation des industriels de l'emballage passe d'abord par la digitalisation de leur technique de fab, et est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer que le label est un peu plus digital, mature, un peu plus prêt à cette transition, voire même l'a complètement engagé, par rapport à d'autres secteurs comme le carton plat, l'ondulé, ou le flexible ou d'autres, hein? C'est certain que l'étiquette, ce que j'ai découvert avec cet univers de l'étiquette, c'est en effet, de toute façon, de fait, beaucoup plus d'ordre de fabrication, ne serait-ce que dans une journée. Donc évidemment, ensuite, on le multiplie à la semaine, au mois, etc. Donc ça, c'est une certitude. Et puis, certainement aussi un impact plus rapide, donc qui a été plus précoce, sur la réduction des volumes, des quantités, avec voilà, des plus petites fabs, avec notamment voilà. Et donc ça a généré en effet le développement dans le numérique. Et puis du coup, évidemment que ça c'est en cascade, que ce soit en amont ou en aval, mais ça implique oui, la nécessité de mieux traiter ces flux pré-presse, donc toute cette partie voilà, hein, des flux graphiques, la réception des docs, ensuite la rapidité avec laquelle on va générer le BAT au client pour qu'il soit validé. Et puis on s'aperçoit qu'en effet, quand on accélère ces processus-là, eh bien, on gagne en satisfaction client, on gagne en rapidité, on gagne du coup en délai machine, et puis tout ça, ça se cascade sur la totalité ensuite de la chaîne. Donc, il est clair que le label a bénéficié de ça, mais on le voit déjà dans le carton compact, qui a été aussi un petit peu plus rapide techniquement. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est la réactivité, là du coup en amont des fabricants de machines à donner du matériel en adéquation avec justement les besoins du marché, et puis du matériel facile à utiliser, du matériel qui tombe pas trop en panne. Ensuite, on rentre vraiment dans les soucis industriels. Mais voilà, donc pour moi, je confirme que ce mouvement qu'on a vu arriver sur le label, ouais, cascade sur le carton compact, sur le flexible, bien évidemment, et puis va arriver sur l'ondulé. Mais comme l'ondulé, c'est de fait des machines bien plus conséquentes, etc., avec des grandes lèses. Bon, voilà, c'est la raison pour laquelle ça vient plus doucement, parce que l'industrialisation, je dirais, des fabricants qui fournissent du matériel numérique, c'est un peu plus conséquent à mettre en œuvre, voilà, sur des formats 1200 de lèse ou des choses comme ça. Alors, au-delà des équipements industriels et de leur paradigme, hein, sur les technologies analogiques ou numériques, je retiens surtout ta première réponse, c'est dire le nombre de jobs à traiter qui implique une organisation beaucoup plus efficiente. Effectivement,
peut très facilement comprendre qu'on imprime beaucoup de petites séries très personnalisées en étiquettes. Moi, dans mes expériences précédentes, avant Paquitou, j'ai été confronté à l'achat d'étiquettes. Effectivement, c'est énormément de références sur un format unique. Donc, on va avoir beaucoup de traitements graphiques, c'est beaucoup de petites séries à réapprovisionner dans des quantités non équivalentes au fil du temps. Donc, effectivement, j'ai l'impression quand même que le premier point, c'est le changement de marché. Donc, c'est effectivement, tant qu'on était sur du carton ondulé, pas ou peu personnalisé en moyenne et grande série, bon, bah, finalement, on peut se satisfaire de processus comme on les connaissait avant. Dès lors qu'on va aller sur du marché de la personnalisation, de la petite et moyenne série, qui est de toute façon la tendance générale du marché, là, effectivement, c'est ce marché qui opère des changements de réflexion au niveau équipement, qui opère des changements d'organisation, de process, d'outils. Donc, je pense que c'est intéressant de remettre ça en ligne de mire. C'est le marché qui conduit les industries à se réinventer. Et se réinventer aujourd'hui, c'est se réinventer à l'ère du numérique. Donc, Tout à fait. Et puis je rajouterais que là-dedans, il y a aussi justement sur ces éléments de marché, côté on va dire industriel, que ce soit de l'agroalimentaire, de la cosmétique, des spiritueux, des bières ou de l'industrie, il y a aussi la nécessité de réduire les stocks. Donc autant on a vu en 2020 avec l'arrivée du Covid une inquiétude, donc là il s'agissait pour eux, et c'est aussi ça qui a dopé pour tout l'univers du pack, la production en 2020 et 2021, et puis aussi avec les inquiétudes justement de flambée matière, il y a eu des stocks qui se sont constitués, mais ce qu'on peut observer très clairement, c'est évidemment pour des questions financières comptables, la réduction des volumes et des stocks. Donc on est sollicité par bien plus de réactivité de la part des clients. Hein, donc du marché, comme on le disait, mais ça c'est aussi certain. Et puis je te parle pas de le sujet même des WMS où aujourd'hui, voilà, certains gros acteurs demandent en fait une gestion de leur stock par le fabricant. Hein, où là, en effet, on est vraiment, justement, on parlait un peu de la digitalisation, on est là du coup à 100% dans la digitalisation où en fait ils déportent la fonction chez le fabricant d'emballage. tu peux redonner juste une petite explication pour ceux qui connaissent pas le WMS, ce que Oui, c'est ben, et alors à on quoi va ça sert? oublier les anglicismes parce que je t'avouerai que même moi je les ai un peu oubliés, mais je dirais on a vécu deux périodes sur la partie passation des commandes entre un client et un fournisseur. On a eu l'EDI, là pour le coup, je pense que c'est déjà beaucoup installé chez voilà, nos auditeurs, les gens qui vont nous écouter, qui connaissent bien l'EDI, hein, l'échange de données informatiques, où voilà, on, on se met sur une plateforme, au lieu d'envoyer un bon vieux fax, au mieux on envoie un fichier Excel avec les commandes et puis l'informatique le digère et hop, voilà, va le passer en commande directement dans son système informatique et puis justement ça va passer en prod. Donc ça c'était la première étape, l'EDI, l'échange de données informatiques. Puis ensuite le WMS, c'est le fabricant, donc l'industriel, hein, que ce soit agro, cosméto, peu importe, c'est celui qui va prendre la technologie, il décide de donner un accès à ses stocks au fabricant d'emballage, qui vient régulièrement questionner en mode informatique les stocks pour voir s'il y a besoin de relancer une prod, une fab ou quoi que ce soit. Voilà. Donc la responsabilité, c'est là où ça peut être aussi un vrai atout industriel hein, pour le fabricant d'emballage, bien évidemment, hein, mais la responsabilité de la gestion de stock et donc de la rupture est vraiment portée chez le fabricant d'emballage. Voilà. Mais oui, c'est intéressant parce C'est que ça intéressant. aussi, On était en fait ça responsabilise, puis ça fait une relation très forte entre le fabricant et l'industriel et le client. Mais en il y a des enjeux. En termes de fidélité, d'enjeux de réappro et de conserver tout ça, c'est Oui, colossal comme opportunité, effectivement. Donc on est passé d'un flux, je dirais, il y a 30 ans, push, donc, mais façon non numérique ou partiellement numérique avec un email ou d'autres supports, à l'EDI où là, les systèmes informatiques, clients-fournisseurs discutent entre eux, à un flux maintenant presque pool
pour le fabricant, il va aller chercher l'information carrément dans le système informatique du client et pour pouvoir en déduire toute la nécessité de relancer une fabrication ou de s'il stocke partiellement des produits finis ou semi-finis, finir ses OF ou carrément livrer. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et ça doit être. T'as une idée de aujourd'hui sur la proportion, comme ça à la louche, hein, entre, je dirais, des flux non EDI, des flux EDI et des flux WMS, tu sais comment ça se répartit? C'est Ça compliqué. Je peux dépend. donner que l'exemple un petit peu des diverses ETI que j'ai traversées, que j'ai citées tout à l'heure dans mon parcours. Mmh. Il est clair que voilà, les grosses entreprises, les grosses nationales ou internationales sont bien plus promptes à utiliser cette technologie. Voilà, autant de l'EDI que du WMS. Mais l'EDI, en général, voilà, les grands groupes nationaux agroalimentaires, les gros de la cosmétique, dès que c'est un peu conséquent, je dirais en termes de taille, là le DI c'est relativement répandu. Il y a pas de il y a pas de débat sur le sujet. Alors ensuite, soit avec des systèmes très simples, comme je le disais, d'un fichier Excel, et puis on arrive à échanger les données et à les plugger, à les intégrer pour parler un peu plus français dans le RP du fabricant d'emballage, et puis ensuite ça lance les productions. Donc ça, ou ensuite il y a de la plateforme, hein. Parfois des acteurs ont des plateformes sur lesquelles il faut aller récupérer les données des commandes et des choses comme ça. Donc voilà, là vraiment c'est voilà, les grands groupes nationaux en sont dotés. Et puis WMS, alors ça peut être la même chose, mais on est quand même sur un peu plus voilà, de la multinationale, du très grand groupe, voilà, supérieur à, je vais dire au moins en termes de chiffre d'affaires, on est supérieur à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui là décident d'implanter ces systèmes voilà, de WMS où il faut cette relation forte entre clients et fournisseurs. Alors, je voudrais revenir sur toute ton expérience, ta vision, cette fois-ci plus sur l'univers du commerce. Parce que pour faire un lien avec ce que tu disais précédemment, et d'ailleurs, même, en ce qui concerne EDI, WMS, qui sont des flux d'informations pour, garantir des réappros et augmenter la fidélité et la satisfaction client, ça change forcément déjà d'une certaine partie la relation client. C'est-à-dire presque tu vas t'asseoir, tu vas faire un contrat cadre avec ton client, proposer l'EDI WMS doit faire partie du panel de services qui doit te permettre d'augmenter la satisfaction, garantir les réappros dans le temps, etc. C'est presque un axe de différenciation. Donc on voit déjà que le numérique devient un service et un axe de différenciation qu'on peut valoriser d'un point de vue commercial par rapport à d'autres acteurs, ses compétiteurs, ses concurrents et les autres industriels qui vont pas savoir faire ou n'y sont pas prêts. De la même manière, tu parlais donc augmentation du nombre de jobs, de personnalisation, petite moyenne série. Ça change et ça transforme le nombre de fichiers graphiques à traiter. Mais de la même manière, ça change le nombre tout simplement de demandes de devis et autres, maquettes et tout le flux qui s'ensuit. Euh, Est-ce que pour toi, le commerce et le marketing sont au même niveau de digitalisation ou est-ce qu'ils sont un peu les parents pauvres de l'industriel? Oui, c'est c'est malheureusement comme comme dirait quelqu'un mon analyse. Oui, je pense qu'en effet, le commerce et le marketing sont un peu souvent les parents pauvres de l'industriel, parce que d'une manière générale, ce monde du pack a quand même été poussé, développé par des patrons d'industrie, hein. Donc on est sur des gens qui aiment les machines, et à juste titre, hein, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, c'est vrai que le commerce et le marketing, en termes d'outils, de digitalisation, donc d'outils pour voilà, faciliter le job des équipes, sont parfois un petit peu sous-équipés. Le bémol que j'y mettrais, c'est là encore que voilà, ça dépend totalement de la volonté du chef d'entreprise, du président, d'un comité de direction, là vraiment pour les PME, les ETI, et puis vraiment aussi des ADN pour les grands groupes, voilà, qui peuvent quand même, voilà, ça diffère. Mais je suis assez d'accord pour cette généralité.
Je constate, sur le marché qu'il y a alors des commerciaux, il y en a. Des fois, on les appelle des account managers, des gestionnaires de compte. On a clairement la représentation de la gestion commerciale ou de l'ADV, dans toutes les organisations. En revanche, d'avoir une direction commerciale et a fortiori une direction marketing, ça c'est pas partout. Faut être déjà dans des tailles d'entreprise un peu plus importantes. Donc beaucoup d'industriels n'ont pas ces fonctions-là, ou elles sont pas assumées, ou peut-être elles sont gérées par la direction. Est-ce qu'à ton avis, une organisation industrielle avec une structure commerciale et marketing bien établie est plus efficiente en termes de rentabilité? Parce que certainement qu'elle va apporter du chiffre, mais est-ce qu'elle se paye? Est-ce qu'elle est plus efficiente qu'une organisation qui Bah, n'en a pas? là, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, mais non, il y a pas à tortiller, c'est évident et encore plus, depuis, allez, ces 10 dernières années, mais je dirais que c'est flagrant avec ce qu'on a vécu, où on est fin 2023, on a vécu des années quand même, historiques. Enfin, on oublie vite, hein, mais la pandémie, le confinement, ensuite la pénurie de matières premières qu'il a fallu gérer. Je pense que tout le monde a fait le grand écart pendant 2021, 2020, enfin de 2021 déjà tout entier. Ensuite la guerre, ensuite l'inflation record. Donc voilà, ça va très vite. Et comme je disais, il faut qu'on soit les entreprises, autant en mode industriel, mais là on va rester focusé sur le commerce et le marketing. Évidemment, il faut être hyper réactif et hyper agile. Et il y a quand même évidemment besoin d'un chef d'orchestre pour ça. C'est très clair. Est-ce que, tu vois, je me mets à la place, c'est des débats qu'on peut avoir dans tout type d'organisation, mais si effectivement le point de départ d'un industriel, c'est d'industrialiser, c'est d'être au cœur de sa fabrication, de ses équipements, euh, il est moins à l'aise peut-être de nature, et ils sont pas tous égaux, ou ils n'acceptent pas tous ce paradigme, mais un peu moins à l'aise avec les fonctions commerce et marketing. Je suis un industriel, je suis patron d'une petite industrie, je fais 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et j'ai pas de directeur commercial senior, j'ai pas de fonction marketing totalement établie. J'ai envie d'y aller, parce que je pressens quand même que c'est une fonction structurante. Ce que je sais, c'est que je vais devoir mettre un paquet d'argent sur la table. Soit je prends un junior plus, il va falloir que je le forme, je l'accompagne. Ça me prend du temps, ça me coûter de l'argent, plus les frais de déplacement, les frais de représentation, des présences sur salon, tout un tas d'outils autour de lui. M'en sortir à 100 000 euros au minimum. Je vais sur les fonctions plus établies, des personnes de ton profil. Je vais être plutôt à 200, 250 000 euros tout inclus, avec les frais de déplacement, les voitures, etc. Est-ce que un commercial, ça se paye? Et ça se paye, c'est quoi le ROI? Il faut se donner quoi comme objectif? Si on se structure, on embauche quelqu'un, on a peut-être déjà des commerciaux, on en prend un de plus. C'est quoi les marqueurs? On doit se dire que ça se paye l'année 1, l'année 2, l'année 3. Tu vois, Alors, c'est quoi la réflexion? a- Les alors c'est une bonne mathématiques du question. commerce. Alors, je dirais d'abord pour commencer que, eh ben, tout comme tu en parlais tout à l'heure, tout comme un industriel, enfin, on va dire le président ou un groupe va investir dans une nouvelle machine, aujourd'hui, il faut en effet aussi investir dans ses équipes. Donc ça pour moi, il y a pas à tortiller. Les machines qui vont être achetées, il y a un moment quand même, il faut bien des gens qui sachent vendre ces produits-là. Bon, donc de toute façon, investir sur la force commerciale, c'est une évidence. Ensuite, classiquement, ce qui est souvent dit, c'est que le ROI d'un commercial, ben, c'est à minima 6 mois et c'est plus régulièrement sur un an. Donc voilà, ça c'est clair. Ensuite, celui d'un DIRCO, ben, et marketing, ben, ça va dépendre de sa capacité à performer et à mettre tout ça en musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi que, alors, ce que faisaient des DIRCO de manière peut-être instinctive ou quoi que ce soit, ça c'est en train de se processer, c'est en train de se cadrer avec
notamment, voilà, des méthodes de travail, de stratégie de vente, donc des formations et puis alors on l'appelle, de plus en plus sales operation, hein, sales op, mais en gros, c'est vrai que, c'est ni plus ni moins que d'être absolument de structurer son organisation commerciale, heu, voilà, au travers de quoi? De 5 grands piliers, une stratégie, donc ça, justement, tu en parlais, bah, c'est ce que va amener un DIRCO, dans son organisation. C'est en accord avec le directeur industriel ou le directeur de site, hein, si on prend des organisations plus courtes, le président. Voilà, c'est de dire, bah, voilà, j'ai tel outil industriel, OK, je me dédie à quoi en termes de stratégie? Mes marchés, mes clients, voilà, mon existant et demain, où est-ce que je vais aller travailler? C'est les personnes, donc ça, le premier point, c'est la stratégie. Le deuxième, c'est les personnes. Beh, justement, on en parlait là, c'est voilà, quelle équipe commerciale je mets, en tenant compte, là encore, bah, d'une évolution de marché, du fait qu'aujourd'hui, et encore plus avec le covid, les acheteurs, ils ont moins de temps physique à donner, aux commerciaux. Donc comment est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'en effet, c'est plutôt, du Teams? Est-ce que c'est un mix avec du Teams et du rendez-vous physique? Puis ensuite, le troisième pilier, c'est les données, hein, qu'on appelle les data. Mais voilà, justement, c'est des choses que, et je le dis, c'est des choses que enfin, un bon DIRCO fait de manière automatique, mais c'est combien de temps je mets à transformer un prospect, comment déjà j'acquiers un prospect, pardon, je vais aller du début, comment est-ce que j'arrive à attirer des prospects, combien de temps j'arrive à transformer la première commande. Ensuite, une analyse des commandes. Qu'est-ce qu'il commande? Est-ce que j'arrive à placer toute la gamme de mes produits si j'ai une gamme? Est-ce que j'arrive à faire du développement? Donc ça, c'est analyser les données. Les process, justement, c'est mes process pour tout, hein. Est-ce que mes process, justement, pour aller chercher mon prospect, ils sont bons? Est-ce que mes canaux d'acquisition, hein, donc en gros, allez, je vais être simple et pragmatique, Thomas. Est-ce que je fais des salons? Est-ce que je fais du phoning? Est-ce que je fais des emailing ou du mailing physique? Est-ce que mes commerciaux, ils ont une liste, voilà, géographique de tous les prospects et qu'ils s'attellent à rentrer du prospect constamment. Donc voilà. Et puis les outils. Donc les outils là, les outils pour le commerce, hein, on est d'accord, on n'est plus sur les outils industriels. Donc qu'est-ce que je donne comme outil à mes équipes pour justement suivre toute cette phase et de prospection et d'acquisition et de transformation. Mais la prospection, alors peut-être que là, actuellement, c'est un sujet qui revient un peu dans les priorités des industriels. C'était probablement un sujet beaucoup plus accessoire pendant les années Covid, avec déjà faire face à la demande de ses clients existants, et c'était très satisfaisant. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'une certaine façon assez confortable. Mais en termes de prospection aujourd'hui, ça revient fort. Est-ce que effectivement, heu, les industriels sont efficients? Moi, j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop ça. J'ai l'impression, de manière générale, que pour beaucoup, l'histoire a fait que, le client vient tout seul. Peut-être que ça change un peu, ou en tout cas après 2 années euphoriques, c'est comment on fait pour continuer d'être performant et avoir les bons chiffres, de revenus comme de profitabilité? Hem, Comment on fait de la prospection Bah, aujourd'hui? c'est clair que, alors, moi je dirais quand même que au travers de toutes mes expériences de DIRCO dans tous les univers dans lesquels je suis passé, on chasse, hein, quand même. Ensuite, c'est une certitude que il faut cette double compétence d'être capable de chasser et de régulièrement entretenir et aller chercher du prospect pour entretenir, hein, ce qu'on appelle, on utilise beaucoup de mots anglais, mais son pipe, hein, son pipeline, mais en tout cas, voilà, on va dire son portefeuille de prospects. Et puis ensuite, il faut aussi des qualités d'entretien de clientèle et de développement de clientèle. On le sait, hein, typiquement dans les personnalités des commerciaux, parfois on catalogue un peu trop vite d'ailleurs les chasseurs des cultivateurs. Bon, pour rassurer tout le monde, on peut avoir les doubles compétences, hein, donc ça c'est pas un sujet, mais oui, et pour revenir à... Pardon?
Et est-ce qu'on devrait, à ton avis, est-ce qu'on devrait ou on devrait justement identifier des profils? Là, est-ce que toi, tu as un avis tranché en disant ceux-là vont être des chasseurs et purement des chasseurs, des prospecteurs, des gens qui sont là pour ouvrir des portes, et d'autres, ils vont être plus en gestionnaire de compte, en développement de compte. Il y a un transfert à un moment donné du chasseur vers le cultivateur. Ou est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il faut que quelqu'un, un commercial, sache tout Alors, faire? moi, je pense que tout ça, c'est vraiment, et vous voyez, tu vois, tout à l'heure, je parlais de chef d'orchestre. Il faut énormément s'adapter à l'univers dans lequel on est. Donc, je passe beaucoup par un profiling en fait, et donc, alors c'est pareil, c'est un mot anglais, j'aime pas ça, mais en tout cas un échange avec les membres de l'équipe commerciale, donc les commerciaux, pour voir justement quelles sont leurs appétences, puisque justement on parle aujourd'hui du fait que c'est difficile de recruter, qu'il vaut mieux capitaliser sur sa force de vente plutôt que voilà enfin, essayer de faire monter les gens en compétences. Donc ça, c'est moi, ma vision du management. Donc c'est idéalement, voilà, arriver à trouver justement chez les gens quelles sont leurs appétences, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire. Bon, mais en effet, on peut aussi imaginer, et moi ça, j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre, des organisations où on a vraiment des gens qui sont faits pour la chasse et qui sont très bons pour la chasse. Dans ces cas-là, il faut en effet optimiser ça et les faire chasser énormément, amener du prospect et derrière, en effet, mettre en place une structure de gens qui vont pouvoir aller peut-être même transformer, parce que la chasse, ça peut être juste l'acquisition d'un prospect, arriver à séduire le prospect, arriver à lui faire ses premiers devis, mais que derrière, on peut même imaginer ça, et ça arrive beaucoup aussi, je crois, dans l'informatique, où il y a des structures comme ça, où voilà, ils ne font qu'amener les prospects, et puis derrière, il y a une structure euh, voilà, de commerciaux plutôt sédentaires, ou alors même de commerciaux terrain, mais qui vont aller voilà, approfondir le besoin, aller partager le brief technique et puis faire le devis dans la foulée et puis conclure le deal. Voilà. Donc en fait, ça dépend vraiment des organisations. Mais il est sûr que de toute façon, ces étapes que je viens de citer, c'est-à-dire l'acquisition d'un prospect, ensuite le fait de le travailler pour analyser son besoin, faire le prix, et conclure la vente, parce que c'est pareil, hein, une fois que le prix est fait, c'est pas pour autant qu'on a la commande. Eh bien, tout ça, c'est bien des étapes d'un process où il faut idéalement identifier, voilà, qui est bon et pour le mener à bien de A à Z. Ou alors, en effet, séquencer chacune de ces opérations pour y mettre les meilleures à chaque fois. Et j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les clients sont aussi fidèles que début des années 2000 ou ils sont moins fidèles? On a parlé pas mal de la partie générationnelle côté, commerciaux ou en tout cas opérateurs de l'industrie, mais on a vu à quel point c'est important d'évoluer en fonction de son marché. Donc côté, acheteur justement, décisionnaire, côté client, est-ce qu'ils sont tout aussi fidèles? Est-ce qu'il est possible ou est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce qu'il faut Ce faire que pour je les fidéliser peux aujourd'hui? constater dans l'univers du packaging, c'est qu'on peut quand même dire que d'une manière générale, quand la qualité, le service est au rendez-vous, les clients sont fidèles. Voilà. Évidemment, le dernier point, c'est le point du prix. Donc ça, on ne peut pas échapper à la remise en cause d'un marché, euh, voilà, parce que c'est contractuel, parce qu'on a un contrat cadre et que l'appel d'offres, il a duré pour 2 ans ou 3 ans, voilà. Ou quand on n'est pas, voilà, qu'on est sur du client moyen, petit, qui n'est pas structuré en mode appel d'offres, ben voilà, il y a un petit coup de pression et un besoin d'amélioration de prix. Bon, voilà, ça, il faut y répondre. Mais je dirais que, évidemment, et c'est le quotidien voilà, de l'entreprise et de la relation avec les acheteurs. Mais quand la qualité, le service est au rendez-vous, je trouve que les clients, d'une manière générale, sont fidèles. Et est-ce que vous n'avez pas d'autres leviers que le prix? Tu parlais, si d'une certaine façon, tu as répondu, tu as dit le service, c'est important. Le prix, ça reste toujours
l'élément principal dans un contexte où on doit aller plus vite, dans un contexte où on doit avoir des propositions plus créatives, des propositions d'éco-conception. Toi, tu trouves que ça a changé ou le prix, Le reste le prix prix, c'est fondamental? reste clé, mais comme je le disais, c'est justement tout le rôle, de l'entreprise, du DIRCO, du commercial que, d'aller sur d'autres terrains que le prix. Et en effet, sur le terrain du service, aujourd'hui, il y a une multitude d'opportunités sur le service. On parlait tout à l'heure, on évoquait le sujet des BAT, voilà. On peut évoquer le sujet de, pouvoir, donner des accès faciles à des réassorts. Voilà. Ça peut en effet être évidemment l'accompagnement sur toute une proposition en termes d'éco-conception, d'accompagner sur la partie des innovations. Hein. Aujourd'hui, voilà, il y a toujours des choses intéressantes à faire là-dessus. Et puis, même sur ce sujet du prix, et Dieu sait que dans l'industrie du pack, il y a des choses à faire sur la partie optimisation industrielle. C'est-à-dire que on peut être proactif avec des clients pour lui dire, bah, tenez, regardez, sur cet étui ou sur cette PLV, quand on est en ondulé, ou cette caisse, ou alors là encore sur cette étiquette, ou sur cette poche ou cet emballage flexible, eh bien, si on rogne quelques millimètres, etc., ou quelques centimètres, on peut peut-être mettre une pause en plus. Si on arrive à unifier un petit peu les couleurs, eh ben, on peut peut-être arriver à faire des gains de productivité. Voilà. Et ça encore, voilà, c'est des choses qui peuvent, même quand on est dans le prix, voilà, être totalement appréciées de la part d'un client. Ça me donne une autre question, avant la deuxième que j'avais tout à l'heure. Tu vois, là, on tombe dans la mécanique de la technique packaging. Qu'est-ce qui constitue un prix? Tu parlais une pose en plus, une couleur, une unification colorielle. Alors, je pense que le commerce est supporté par les bureaux d'études ou les deviseurs qui vont justement pouvoir suggérer cela au commercial. Est-ce qu'aujourd'hui, le commercial, un jeune commercial, est-ce qu'il doit aller aussi loin dans la technique? Est-ce qu'il doit se baser sur un support de travail avec d'autres techniciens? C'est vrai que dans l'industrie, on a souvent recruté des technico-commerciaux, on a même fait souvent monter en compétences des techniciens BE, devis, Fab vers le commerce. Est-ce que tu crois à une organisation qui est basée sur de la, voilà, la performance commerciale va être liée à de la performance technique, ou c'est plus le besoin, parce que le besoin du commerce aujourd'hui, c'est d'adopter des nouvelles pratiques, des nouveaux outils, des nouveaux comportements, et on peut s'appuyer sur du savoir-faire technique en back-office. Bah, Qu'est-ce que tu en c'est là penses, tout toi? l'enjeu. Tout l'enjeu est là, Thomas, c'est en effet, comment arriver, ça reste un univers très technique, hein, quoi qu'il en soit. L'ondulé, le compact, l'étiquette, le flexible, ça reste très technique. Mais comment justement arriver à faire monter en compétences, des juniors? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, je pense que ça passe en effet par l'utilisation heu, d'outils numériques, digitaux, enfin voilà, qu'on les appelle qu'on veut, mais d'outils avec lesquels ils vont pouvoir rapidement être cadrés, être processés, pour au moins les débuts être accompagnés sans faire des erreurs qui peuvent être très préjudiciables pour l'industrie derrière, hein, pour la partie production derrière. Donc ça c'est clairement. Il faut aussi, de mon point de vue, avoir de plus en plus d'outils aussi numériques. Pourquoi? Pour aider les organisations en mode support, parce qu'aujourd'hui, bah, les organisations, on va pas se mentir, hein, il faut réduire les coûts, donc c'est pas spécialement de staffer, hein, de recruter énormément, justement, tu en parlais ce qu'on pourrait appeler administratif, hein, ou entre guillemets back office. Donc pour ça, aujourd'hui, il y a une multitude d'outils. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut, voilà, quand on n'est pas de la génération, et je peux en parler puisqu'à 52 ans, je suis un peu au milieu. Quand on n'est pas de la génération, alors je parle pas des Excel, hein, mais vraiment, vraiment des outils qui peuvent être dans le cloud, quel qu'il soit, ou les outils qui traitent les flux
numériques, les flux de données, les choses comme ça, eh bien, ça peut un peu inquiéter, hein, mais de mon point de vue, c'est une nécessité, hein. Il faut absolument voilà, s'y intéresser et emmener les équipes avec des outils comme ça, parce que ce sont néanmoins d'énormes facilitateurs, en effet, hein, des gains de temps incroyables. J'ai deux dernières questions pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi ou les deux, trois outils clés du commerce de l'industriel de Alors, l'emballage? c'est très clair. Ça passe évidemment par un bon ERP. Ça va permettre d'avoir toutes les données industrielles utiles. Ça, c'est obligé. Ensuite, c'est un CRM. Aujourd'hui, pour moi, point de salut dans le fait de recueillir les données des prospects, des clients, de pouvoir se donner des tâches, de pouvoir avoir une vision de sa prospection, de son portefeuille client, voilà, et de pouvoir générer des choses même en automatique, des envois de mails, des relances de tâches, enfin voilà. Et puis ensuite, idéalement, un outil pour faire du prix, voilà, un outil de devis. Aujourd'hui, moi, j'ai traversé ces ETI où quand même on était, alors même si c'était il y a longtemps maintenant, hein, les années ont passé, mais où on était avec des fichiers Excel. Bon, ça, pour moi, très clairement, ça limite. Donc voilà, donc idéalement un outil de prix pour pouvoir être immédiat sur le pricing. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose en revanche que les acheteurs, et ça toute génération, il n'y a pas besoin d'être sur des trentenaires qui sont nés avec l'ordinateur greffé au doigt. Ça, aujourd'hui, les acheteurs, ils veulent des prix rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est dans la journée. En tout cas, je peux te dire que dans l'univers de l'étiquette, c'est flagrant. C'est quasiment dans la demi-journée ou dans l'heure qui suit l'interrogation. Donc là, il faut être hyper réactif. Donc voilà. Et idéalement, je dirais, pour englober tout ça, il faut un outil qui pourrait peut-être, en tout cas, qui réconcilierait, en tout cas, un outil ergonomique. Parce que c'est pareil. J'ai parlé de RP, j'ai parlé de CRM, j'ai parlé d'un outil qui fait du prix, mais il faut pas oublier les utilisateurs, l'expérience utilisateur. J'ai vu combien d'organisations dans lesquelles je suis passé où il y a eu des échecs et de RP et de CRM parce que les produits étaient pas conviviaux, étaient pas ergonomiques. Il faut que ça soit des outils métiers, hein, quand même, qui sachent ce que c'est que l'univers du pack, hein, de l'impression, justement, des flux graphiques, des BAT et tout et tout. Et puis, il faut que ça soit quand même agréable à travailler au quotidien. Tu as mentionné le Web to Label à un moment donné. On parle beaucoup de Web to Label, de Web to Pack, historiquement et depuis plus de 20 ans maintenant de Web to Print. Est-ce que ces Web to quelque chose, ils vont tuer la fonction commerciale chez les industriels du Non. pack? De mon point de vue, non, parce que comme tu le dis un petit peu au-delà des mots, hein, web to pack, web to label, web to print, où justement là on se fait parfois un petit peu peur par rapport à l'inconnu ou à cet anglicisme, c'est pour moi tout d'abord un canal de présence commerciale. Voilà. Et de prospection, de visibilité, mais c'est indispensable de nos jours. Le négliger, de mon point de vue, est une grosse erreur. C'est vraiment un enjeu fort. Ça peut être, comme je l'exprimais, un obstacle générationnel, euh, mais on le voit. Aujourd'hui, c'est une évidence pour des 25-45 ans que de chercher les choses sur le net et de passer commande sur le net. Et c'est pas du tout une inquiétude. Donc c'est peut-être moins un réflexe pour ma génération et plus, mais c'est une obligation. Et je dirais même que euh, être absent de ça, rester sur le quai de la gare et regarder le TGV passer, c'est vraiment inquiétant. Et quand on regarde des sites internet de fabricants d'emballage, je pense que voilà, il faut rapidement se mettre au goût du jour. Même si on pense que c'est une industrie qui a toujours fait comme ça, qui a toujours été dans ce, voilà, un petit peu, je dirais pas spécialement dans la nouveauté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse erreur que de ne pas avoir un site web, un site internet actuel
et je dirais même plus en effet d'imaginer des possibilités, en tout cas pour ses clients à minima, de se loguer, de se connecter, pardon, pour voilà, plein de choses. On en parlait, voir ses BAT, passer des commandes de réassort, je ne sais quoi, et puis peut-être même idéalement de pouvoir avoir la possibilité de commander en ligne pour du prospect. Hein, des gens qui viennent naviguer, qui viennent voir, qui se disent moi j'ai besoin d'un emballage comme ci, comme ça. Je fais ma petite recherche web. Ah tiens, j'ai des gens qui sortent en premier. Ah bah tiens, il y en a un qui propose le fait de pouvoir avoir son prix. Et je dis bien d'avoir son prix, pas de une commande voilà, ou un formulaire de contact. Hein, c'est voilà, d'aller dans la démarche. Et puis dis-toi bien qu'aujourd'hui, même si ça n'aboutit pas à une commande, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on arrive à voir quelqu'un qui s'est connecté, qui a été dans son parcours, à quel moment il s'est arrêté. Et donc, on peut à ce moment-là prendre la main et rappeler ce prospect, voilà, entre guillemets à l'ancienne, et lui dire, mais alors, j'ai vu que vous étiez connecté, quel est votre besoin? Merci François-Xavier pour ce partage. C'était un plaisir, comme toujours, d'échanger avec toi. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront appris ou auront en tout cas confirmé ou affirmé certains points d'interrogation sur la place du commerce dans leurs industries. Alors, bonne Merci continuation Thomas. François-Xavier. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain épisode, le 6e, dans un mois, avec quelqu'un qui a bâti un des leaders français du Web2Print, qui s'interroge beaucoup sur les enjeux du Web2Pack. Donc, merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou? Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt.